Je n'ai compris que quelque chose n'allait pas quand j'ai vu la photo. Pas la cuisine, pas les murs. La photo. Un selfie pris à la va-vite, posté en story que je n'aurais jamais dû voir. Ma belle-fille souriait devant une vitrine de créateur, un sac hors de prix pendu à son bras, avec cette légèreté insolente de ceux qui dépensent un argent qui n'est pas le leur. En bas de l'image, une phrase anodine, presque joyeuse. Petite folie du week-end. J'ai reposé mon téléphone sur la table de la cuisine, la mienne, vieille, étroite, silencieuse, celle que je n'avais jamais rénovée parce que je trouvais indécent de dépenser pour moi ce que je pouvais donner aux autres. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de colère, pas encore. D'incompréhension. 3 semaines plus tôt, elle était assise exactement en face de moi, à cette même table. Elle avait parlé doucement, comme on parle à une personne âgée qu'on veut rassurer. Elle m'avait expliqué que leur cuisine était devenue impraticable, que les meubles tombaient en ruine, que les devis étaient élevés, que les banques refusaient encore de les suivre. Elle avait soupiré, baissé les yeux, puis relevé la tête vers moi avec un sourire humble, presque reconnaissant d'avance. On te remboursera dès qu'on pourra, bien sûr. C'est juste temporaire. Temporaire. J'ai toujours cru à ce mot. Toute ma vie s'est construite autour de cette idée. Aider maintenant, comprendre plus tard. Alors j'ai dit oui. J'ai ouvert mon carnet. J'ai donné une somme que je n'avais jamais donnée à personne, pas même à moi-même. Et maintenant, cette photo. Je me suis levée lentement. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dans la cour, une voisine étendait son linge. Le monde continuait comme si de rien n'était. Personne ne savait qu'à cet instant précis, quelque chose venait de se fissurer, pas un éclat spectaculaire. Non, une fracture sourde, intime, irréversible. J'ai repensé aux mots exacts. Cuisine, travaux, urgence. J'ai repensé à la façon dont elle avait évité mon regard quand je lui avais demandé si le devis était prêt, à la rapidité avec laquelle elle avait rangé l'enveloppe quand je la lui avais tendue, à ce baiser rapide sur ma joue déjà tourné vers autre chose. J'ai compris que je n'avais pas seulement donné de l'argent, j'avais donné ma confiance, et qu'elle avait été utilisée comme une chose acquise, presque méprisable. Le téléphone a vibré de nouveau. Un message. On passera dimanche. Aucune explication, aucun merci, aucun mot sur la cuisine. Je me suis assise. J'ai sorti le relevé bancaire que j'avais soigneusement classé dans un tiroir. Je l'ai posé devant moi. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas cherché d'excuses à leur trouver. Je n'ai pas tenté de me convaincre que j'exagérais, que je me faisais des idées, que les jeunes vivaient différemment. Non, cette fois, j'ai regardé la réalité en face. Et une pensée, froide et claire, s'est imposée à moi. Si cet argent n'avait pas servi à ce qui avait été promis, alors ce n'était plus une aide, c'était une dette. Et les dettes, même quand on est une vieille femme qu'on croit docile, finissent toujours par se payer. Je n'ai jamais été une femme compliquée. Je suis née dans une époque où l'on apprenait très tôt à ne pas faire de bruit, à ne pas déranger, à être utile avant d'être heureuse. J'ai travaillé 40 ans sans jamais compter mes heures, j'ai élevé mon fils seul après la mort prématurée de son père, et je n'ai jamais demandé d'aide, pas par fierté, par habitude. Quand mon fils a rencontré sa future épouse, je me suis tenue à ma place, toujours un pas en retrait. J'étais la mère discrète, celle qui ne donne pas son avis à moins qu'on le lui demande, celle qui apporte un gâteau fait maison et qui repart avant de gêner. Je voulais être aimable, jamais envahissante, respectueuse, moderne même. Au début, elle se montrait correcte, polie, un peu distante, mais je mettais cela sur le compte de la différence d'âge, des habitudes, de ce monde plus rapide que le mien. Je me disais que le temps ferait son œuvre, qu'un jour, peut-être, elle me verrait autrement qu'une vieille femme rangée dans un coin. Quand ils ont emménagé ensemble, j'ai aidé, naturellement. Un meuble ici, un électroménager là, toujours de petites sommes, jamais annoncées comme telles. Je n'aimais pas parler d'argent. Pour moi, l'aide n'avait pas besoin d'être nommée pour exister. Puis les demandes sont devenues plus précises, plus régulières, toujours accompagnées d'un discours rassurant. C'est temporaire. On gère mal ce mois-ci. On te rendra ça. Et moi, je hochais la tête. Je croyais encore que la reconnaissance existait sous une forme silencieuse, qu'on pouvait aimer sans remercier, qu'on pouvait recevoir sans mépriser. Je me trompais, mais je ne le savais pas encore.
Ce qui a changé, ce n'est pas un événement précis, c'est une accumulation. Les messages sans bonjour, les visites écourtées, les regards impatients quand je parlais trop longtemps, les soupirs quand je posais une question simple. Petit à petit, je n'étais plus une mère, j'étais devenue une ressource. Mon fils, lui, ne voyait rien, ou ne voulait pas voir. Il disait que je me faisais des idées, que je prenais les choses trop à cœur. Elle est comme ça, répétait-il. Il faut la comprendre. Alors je comprenais, toujours plus. Je me souviens très bien du jour où elle a parlé de la cuisine pour la première fois. Ce n'était pas une plainte, c'était un constat presque administratif. Elle expliquait les problèmes comme on expose un dossier. Elle avait déjà réfléchi à la solution avant même de m'en parler. Il ne manquait qu'une chose, l'argent. Et j'étais là. Quand j'ai accepté, j'ai senti quelque chose se détendre chez elle. Un soulagement, pas de joie, pas de gratitude. Juste l'assurance tranquille que tout se déroulait comme prévu. Après cela, son comportement a changé encore. Elle était plus sûre d'elle, plus sèche, comme si une limite invisible avait été franchie, comme si, à partir de ce moment-là, elle n'avait plus besoin de faire semblant. Et moi, je continuais à me taire, parce que toute ma vie, on m'avait appris qu'une femme âgée doit être reconnaissante d'être encore tolérée dans la vie des autres, qu'elle doit accepter les miettes avec dignité. Mais ce jour-là, devant cette photo, quelque chose s'est brisé. Pas en elle, en moi. Pour la première fois, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai commencé à me souvenir, à compter, à relier les silences, les regards, les promesses floues, à admettre que ce que je prenais pour de l'ingratitude était peut-être bien pire. Et cette prise de conscience m'a fait plus mal que toutes les humiliations réunies. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'était pas à sa place, c'était lors d'un dîner banal, rien de dramatique, rien qu'on puisse raconter comme une anecdote, juste un détail glissé entre deux phrases, comme une écharde qu'on sent sans la voir. Elle avait préparé un plat élaboré, trop élaboré pour un simple repas de semaine. Tout était parfaitement dressé, presque ostentatoire. Quand je me suis levée pour aider, par réflexe, elle a levé la main sans même me regarder. Ce n'est pas nécessaire. Le ton n'était pas méchant, il était définitif. Comme si j'avais franchi une frontière invisible, je me suis rassise aussitôt, un peu honteuse, comme une enfant qu'on vient de corriger sans un mot de trop. Mon fils, lui, parlait de son travail. Elle l'écoutait à peine, elle vérifiait son téléphone, répondait à des messages, riait doucement en lisant l'écran. Quand je posais une question, elle mettait toujours quelques secondes de trop à répondre, comme si elle devait d'abord décider si j'étais digne d'une réponse complète ou non. Je me souviens très bien d'un moment précis. J'avais raconté une histoire sans importance, un souvenir de mon ancien quartier, quelque chose d'anodin. Elle m'a interrompue au milieu d'une phrase. Oui, enfin, c'était une autre époque. Rien de plus, mais tout était là. Dans cette phrase courte, polie en apparence, il y avait une distance infranchissable, une façon élégante de dire que ce que je racontais n'avait plus de valeur, que mon monde était dépassé, que je l'étais aussi. À partir de ce jour, j'ai commencé à me surveiller, à parler moins, à choisir mes mots, à écourter mes visites. Je ne voulais pas être celle dont on se plaint une fois la porte refermée. Je ne voulais pas devenir un poids. Elle, en revanche, semblait prendre de plus en plus de place. Dans les décisions, dans les discussions, dans la vie de mon fils. Elle décidait des vacances, des achats, des fréquentations, et surtout, elle décidait de ce qui me concernait, sans jamais me consulter vraiment. Quand je proposais quelque chose, elle souriait. Ce sourire poli, figé, qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. On verra. On ne voyait jamais. Mon fils me disait que je me faisais des idées, que je devais m'adapter, que les choses avaient changé. Et moi je l'écoutais parce qu'il était mon fils, et que j'avais toujours cru qu'aimer signifiait céder. Puis il y a eu les premières demandes d'argent un peu plus sérieuses, toujours formulées par elle, jamais directement, jamais frontalement. C'était glissé dans la conversation presque par hasard, une facture évoquée en passant, un soupir, un regard appuyé. Et mon fils, embarrassé et qui finissait par dire: Tu crois que tu pourrais nous aider un peu ce mois-ci? Je n'ai jamais vu leur compte, je n'ai jamais demandé de justificatif. Cela ne se faisait pas. J'étais la mère, je faisais confiance, et plus je donnais, plus elle semblait à l'aise avec l'idée que cela allait de soi. Ce qui me troublait le plus, ce n'était pas l'argent, c'était la façon dont elle parlait de moi quand elle croyait que je n'entendais pas, une remarque lâchée trop vite, un soupir exagéré.
Une plaisanterie à peine voilée sur les vieilles habitudes ou les mentalités d'un autre temps, jamais frontalement, toujours assez subtilement pour que, si je me vexais, on puisse me reprocher d'être susceptible. Alors je souriais, je faisais semblant de ne pas comprendre, je rentrais chez moi avec cette sensation étrange d'avoir été tolérée, mais jamais vraiment acceptée. Et pourtant, quand elle avait besoin de moi, elle savait exactement comment me parler. Sa voix devenait douce, presque affectueuse. Elle me regardait enfin, elle me faisait sentir utile, nécessaire. C'est ainsi que j'ai compris, bien trop tard, que ce que je prenais pour une maladresse était en réalité une mécanique bien rodée, une manière de prendre sans jamais donner, d'obtenir sans jamais remercier. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore mis de mots dessus. Je sentais seulement que quelque chose clochait, et comme tant d'autres avant moi, j'ai choisi de me taire. Elle a choisi le bon moment. Pas un jour de crise, pas après une dispute. Un après-midi ordinaire, presque doux. Mon fils était là, silencieux, assis un peu de travers sur la chaise, comme chaque fois qu'il sentait que quelque chose de délicat allait être abordé. Elle, en revanche, semblait parfaitement préparée, calme, mesurée, déjà certaine de l'issue. Elle a commencé par la cuisine, toujours la cuisine, les meubles trop vieux, le plan de travail fissuré, l'évier qui fuyait parfois. Rien d'alarmant, mais présenté comme une accumulation insupportable. Elle parlait lentement, avec cette voix posée, qui donne l'impression d'être raisonnable, presque fatiguée d'avoir trop réfléchi. Je l'écoutais, les mains jointes sur mes genoux. Je connaissais cette stratégie sans la reconnaître consciemment. D'abord le constat, ensuite la lassitude, enfin la solution. Elle a sorti son téléphone, pas pour me montrer des devis, non, des photos, des cuisines lumineuses, modernes, impeccables. On ne veut rien d'excessif, a-t-elle précisé aussitôt, comme pour se défendre d'une accusation que je n'avais pas formulée. Juste quelque chose de fonctionnel. Fonctionnel. Le mot m'a presque fait sourire. Rien dans ces images n'avait l'air fonctionnel. Tout respirait le confort, le neuf, le luxe discret. C'est mon fils qui a prononcé les mots. D'une voix basse, hésitante, on se demandait si tu pourrais nous avancer un peu d'argent. Avancer, là encore, un mot choisi avec soin. Rien de définitif, rien de dangereux. Une aide provisoire, une formalité familiale. Elle a alors posé sa main sur la sienne, un geste étudié, pas trop tendre, juste assez pour montrer qu'il parlait d'une seule voix. On te remboursera, bien sûr, dès qu'on aura un peu plus de marge. Je n'ai pas posé de questions. Je ne leur ai pas demandé combien exactement. C'est elle qui a donné le chiffre presque rapidement, comme si elle voulait éviter que je m'y attarde trop longtemps. Une somme importante, assez pour me faire hésiter une fraction de seconde. Je me souviens très bien de ce moment, de cette courte pause où j'aurais pu dire non, où j'aurais pu demander à réfléchir, où j'aurais pu poser des conditions. Mais elle me regardait enfin, vraiment, et dans son regard, il y avait cette attente silencieuse, presque une épreuve, comme si refuser aurait confirmé quelque chose de négatif à mon sujet, comme si dire non aurait fait de moi la vieille femme égoïste, celle qui ne comprend pas les besoins des jeunes. Alors j'ai dit oui. Je me suis levée, je suis allée chercher mon carnet. Mes gestes étaient à mécanique, mais mon cœur battait un peu plus vite. J'ai écrit le montant sans commentaire. J'ai arraché le chèque, je l'ai posé sur la table. Elle l'a pris immédiatement, trop rapidement. Elle l'a glissé dans son sac sans le regarder, sans un mot de plus, comme si l'affaire était réglée depuis le début. Mon fils m'a remercié. Elle, non, elle a simplement dit: ça va vraiment nous soulager, pas merci, pas on te doit beaucoup. Juste une constatation, un bénéfice. Ils sont repartis peu après, pressés, comme si la conversation avait été un obstacle à franchir, pas un moment à partager. Je suis restée seule dans le silence de mon appartement, avec cette sensation étrange d'avoir fait ce qu'il fallait, tout en sentant confusément que quelque chose venait de m'échapper. Les jours suivants, j'ai attendu. Des nouvelles, des photos des travaux, un message, n'importe quoi qui confirme que j'avais eu raison de faire confiance. Rien. Quand je posais une question, elle répondait vaguement. Ça avance, on gère, c'est compliqué. Puis les réponses se sont espacées. Les visites aussi. Je ne le savais pas encore, mais ce chèque n'avait pas seulement financé une cuisine. Il avait scellé une dynamique, celle où je donnais et où elle décidait.
Après leur départ, l'appartement m'a semblé plus grand, pas physiquement, plus vide. Le silence s'est installé d'un seul coup, comme s'il attendait que la porte se referme pour reprendre sa place. Je suis restée debout quelques secondes, face à la table encore marquée par l'empreinte de la tasse de café de ma belle-fille. Une trace circulaire, presque effacée, ridicule et pourtant impossible à ignorer. Je me suis assise lentement. J'ai regardé l'endroit où le chèque avait reposé. J'ai ressenti ce léger vertige que l'on éprouve parfois après avoir pris une décision irréversible. Pas de regret, pas encore, juste une tension diffuse, un inconfort que je n'arrivais pas à nommer. Les jours ont passé sans que rien ne se produise. Aucun message, aucun signe. Je me disais qu'ils étaient occupés, pris par les démarches, les rendez-vous. J'essayais de rester raisonnable, de ne pas attendre trop vite ce qui, après tout, ne me regardait plus vraiment. L'argent avait été donné, le reste ne m'appartenait plus. Pourtant, chaque matin, je jetais un œil à mon téléphone en buvant mon café. Par habitude, par espoir. Un simple «tout va bien», une photo, un mot. Quelque chose qui me rappelle que je faisais encore partie de leur vie autrement que comme une solution pratique. Au bout d'une semaine, j'ai osé poser une question. Un message bref, sans reproche. La cuisine, ça avance. La réponse est arrivée plusieurs heures plus tard. Oui, oui, on a encore des choix à faire. Rien de plus, aucun détail. Comme si le sujet était clos. Comme si ma curiosité était déjà déplacée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer les autres choses. Les absences, les silences prolongés, les invitations annulées au dernier moment, les réponses de plus en plus courtes, de plus en plus impersonnelles. Mon fils appelait moins. Quand il le faisait, la conversation restait en surface. Il parlait vite, comme s'il avait autre chose à faire. Elle était souvent là, en arrière-plan. J'entendais sa voix, mais elle ne prenait jamais la peine de me saluer. Je me suis dit que c'était moi qui changeais, que j'étais devenue plus sensible, que l'âge rendait méfiante. J'ai essayé de repousser cette pensée, mais elle revenait sans cesse. Depuis que l'argent avait été versé, je n'étais plus nécessaire. Puis il y a eu ce dimanche, celui où il devait passer. J'avais préparé un repas simple, rien d'excessif. J'avais nettoyé, rangé, posé une nappe propre. J'attendais, ils ne sont jamais venus. Un message, en fin d'après-midi. Désolé, on est pris ailleurs. On se voit une autre fois. Aucune explication, aucun appel. J'ai mangé seule ce jour-là en regardant l'assiette vide en face de moi. Ce n'était pas la solitude qui faisait mal. C'était l'évidence qui commençait à s'imposer. Celle que je refusais encore d'accepter pleinement. Le soir même, en allumant distraitement mon téléphone, je suis tombée sur une photo, publiée quelques minutes plus tôt. Elle, devant une table de restaurant, souriante, détendue, mon fils à côté d'elle, des verres élégants, une ambiance festive. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois, j'ai fait le lien. J'ai pensé au chèque, à la somme, au timing. Je n'ai rien dit, je n'ai pas commenté, je n'ai pas appelé. Je me suis contentée de regarder cette image un peu trop longtemps, jusqu'à ce qu'une certitude inconfortable prenne forme en moi. La cuisine n'était peut-être pas la priorité, et moi non plus. Et dans ce silence qui suivait chaque prise de conscience, une question a commencé à me hanter, de plus en plus clairement. Si cet argent n'avait jamais été destiné à ce qu'on m'avait promis, alors à quoi exactement avait-il servi? Après cela, tout est devenu plus froid, pas brutalement, pas de façon spectaculaire, juste plus distant, comme si quelque chose s'était déplacé entre nous, un équilibre invisible que je n'avais pas su protéger. Quand je passais chez eux, je n'étais plus attendue, tolérée tout au plus. Elle continuait à me parler, mais sans chaleur. Ses phrases étaient courtes, efficaces. Elle ne me demandait plus comment j'allais. Elle ne me proposait plus de café. Elle me laissait debout pendant qu'elle terminait ce qu'elle faisait, sans s'excuser. Je faisais semblant de ne rien remarquer. J'avais appris depuis longtemps à survivre dans le non-dit. Mon fils, lui, semblait mal à l'aise. Il me parlait comme on parle à quelqu'un qu'on n'a pas le temps de rassurer, toujours pressé, toujours entre deux choses. Il répétait que tout allait bien, que j'exagérais, que je devais me détendre, mais ses yeux évitaient les miens. Je n'étais plus invitée aux décisions, plus consultée. Quand je posais une question sur la cuisine, elle répondait sans lever les yeux. On s'en occupe. Point final. Un jour, presque par hasard, j'ai compris que je n'étais plus la bienvenue. Elle parlait à mon fils dans la pièce d'à côté, pensant que je n'entendais pas.
Sa voix était basse, mais suffisamment claire. Elle pose trop de questions, puis un soupir. C'est lourd, à la longue. Je me suis figée, pas parce que j'étais surprise, mais parce que cette fois, je ne pouvais plus prétendre que j'avais mal compris. Ce n'était pas une maladresse, ce n'était pas un malentendu, c'était une lassitude assumée. À partir de ce moment-là, je me suis effacée encore davantage. Je ne voulais pas provoquer de conflit, je ne voulais pas devenir le sujet de discussions chuchotées, je voulais juste préserver ce qu'il restait de lien avec mon fils. Mais plus je me faisais discrète, plus elle semblait à l'aise. Elle parlait devant moi comme si je n'étais pas là. Elle utilisait son téléphone sans se cacher. Elle décidait des horaires, des lieux, des priorités. Et toujours cette impression qu'elle me faisait comprendre, sans jamais le dire clairement, que ma place avait rétréci. Je me souviens d'une remarque lancée presque en riant. À ton âge, tu devrais penser à toi, pas à nos histoires. Comme si mon âge me disqualifiait automatiquement de toute légitimité. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec un poids dans la poitrine. Pas de colère, de la honte, celle qu'on ressent quand on réalise qu'on a trop donné trop longtemps, sans jamais poser de limite. Les jours suivants, j'ai commencé à observer, à écouter, à noter mentalement les incohérences, les dépenses visibles, les sorties fréquentes, les achats qui n'avaient rien à voir avec une cuisine en travaux. Et toujours ce silence dès que j'abordais le sujet. Je n'ai pas confronté, pas encore. J'avais besoin de comprendre, de savoir si ce que je ressentais était réel ou si je me laissais envahir par la méfiance. Mais au fond de moi, une certitude grandissait lentement, douloureusement. L'argent avait changé la façon dont elle me voyait. Ou peut-être avait-il simplement révélé ce qu'elle pensait depuis le début. Et moi, pendant tout ce temps, je continuais à faire ce que j'avais toujours fait, me taire, observer et attendre, sans encore savoir que cette attente allait bientôt prendre fin. Je ne l'ai pas découvert d'un coup, pas par une confession, pas par un aveu, mais par une accumulation de détails trop précis pour être ignorés. Tout a commencé un matin banal, en faisant ce que je faisais souvent depuis des années, trier mes papiers, relevés bancaires, factures, documents classés avec cette rigueur presque obsessionnelle que j'avais développée avec l'âge. Non par manie, mais parce que l'ordre me rassurait. Parce que l'argent, je l'avais gagné lentement, péniblement, et que je voulais toujours savoir où il allait. En feuilletant mes relevés, je suis retombée sur le retrait. La somme exacte, le chèque encaissé, la date. J'ai regardé le calendrier accroché au mur. 3 semaines. 3 semaines depuis ce fameux lancement des travaux. 3 semaines sans un seul bruit de perceuse, sans un seul appel, sans une seule photo de cuisine éventrée, comme on en voit toujours quand des travaux commencent vraiment. Ce jour-là, j'ai décidé de passer chez eux sans prévenir. Pas pour les piéger, pas pour créer une scène, juste pour voir, pour me rassurer peut-être, pour prouver à cette petite voix intérieure qu'elle exagérait. Quand je suis entrée, j'ai compris immédiatement. La cuisine était intacte, propre, trop propre. Les meubles anciens étaient toujours là, les mêmes que j'avais vus des mois auparavant. Aucun carton, aucun outil, aucun signe de chantier, rien. Pas même une trace de projet en cours. Elle était assise à la table, téléphone à la main. Elle a levé les yeux, surprise, pas contente. Surprise, surtout. Tu n'avais pas prévenu, a-t-elle dit. Je me suis excusée. Par réflexe, toujours ce besoin de ne pas déranger. J'ai posé mon sac, regardé autour de moi. Les travaux n'ont pas encore commencé. Elle a soupiré, ce soupir que je connaissais trop bien, celui qui signifie qu'on vous trouve fatigante. C'est compliqué. On a dû revoir certaines choses. J'ai hoché la tête, mais quelque chose, en moi, s'est figé. Parce que je voyais, parce que je comprenais. Mon fils est arrivé dans la pièce à ce moment-là. Il a embrassé sa femme, m'a salué rapidement. Ah, son regard fuyait. On en parlera plus tard, maman. Toujours plus tard. Je suis repartie peu après, au Saibonk, avec cette sensation étrange d'avoir traversé un décor figé, comme une scène de théâtre où rien n'avait avancé depuis la dernière fois. Sur le chemin du retour, mon esprit s'est mis à travailler malgré moi. J'ai repensé aux photos, aux sorties, aux achats, à ce sac que j'avais vu à peine dissimulé lors de ma dernière visite, à ce week-end improvisé dont elle avait parlé en riant. Les chiffres ont commencé à se former dans ma tête. Restaurant, vêtements, voyage,
La somme que j'avais donnée ne s'était pas évaporée, elle avait simplement changé de destination. Le coup de grâce est arrivé quelques jours plus tard, presque par hasard. Une amie m'a appelée, une connaissance lointaine, pas très proche, mais suffisamment pour discuter de temps en temps. Elle parlait de choses et d'autres, puis elle a glissé sans y penser. J'ai vu ta belle-fille sur les réseaux. Elle a une sacrée nouvelle cuisine, dis donc. Enfin, elle en parlait. J'ai senti mon cœur se serrer. Elle en parlait? Oui, elle racontait ses projets, elle montrait des inspirations, elle parlait de dépenses, de choix, de plaisir, comme si tout était déjà acquis, comme si l'argent n'avait jamais été un problème, comme si rien n'avait jamais été promis à quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai regardé attentivement, pas avec colère, avec lucidité. J'ai fait défiler les images, les stories, les commentaires, j'ai lu entre les lignes, et j'ai vu ce que je refusais d'admettre depuis le début. L'argent n'avait jamais été destiné à la cuisine. La cuisine n'avait été qu'un prétexte, un moyen élégant, presque intelligent, de me faire ouvrir mon carnet sans poser trop de questions. Une histoire suffisamment crédible pour une vieille femme qui voulait encore croire qu'on ne la trompait pas. Je me suis assise à ma table, la même que celle où j'avais signé ce chèque. J'ai pris une feuille, un stylo, et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, pas encore. Juste des chiffres, des dates, des faits. Pour la première fois, je n'étais plus dans l'émotion, j'étais dans la clarté. Et cette clarté-là faisait mal, parce qu'elle ne laissait plus aucune place au doute. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas accusé, je n'ai même pas parlé d'argent au début, j'ai simplement demandé à la voir, à elle, pas à mon fils. Elle a accepté sans enthousiasme, avec ce ton sec qui laissait entendre qu'elle me faisait une faveur. Nous nous sommes retrouvés chez eux un soir de semaine. Mon fils est resté en retrait, assis un peu plus loin, déjà tendu, comme s'il pressentait que quelque chose lui échapperait. Je me suis assise en face d'elle. Elle a croisé les bras, un geste défensif, instinctif. Je l'ai reconnu immédiatement. Je voulais savoir où en étaient les travaux, ai-je dit calmement. Elle a roulé des yeux, à peine. On t'a déjà expliqué que c'était en suspens? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le temps. Puis j'ai posé la question autrement. Est-ce que l'argent que je vous ai donné a servi à quelque chose en lien avec la cuisine? Le silence s'est abattu sur la pièce. Pas un silence vide, un silence lourd, épais, chargé d'agacement. Elle a soupiré, puis s'est tournée vers mon fils. Tu vois, je t'avais dit qu'elle allait recommencer. Recommencer? Comme si demander des comptes était une habitude pénible. Comme si je dépassais une limite invisible que je n'avais jamais eu le droit de franchir. Mon fils a tenté de temporiser. Maman, ce n'est pas le moment. Justement, ai-je répondu, plus fermement que je ne l'aurais cru. Si ce n'est jamais le moment, alors quand? Elle s'est redressée. Son regard est devenu dur. Écoute, on n'a pas à se justifier comme devant un tribunal. Tu as proposé ton aide, on ne t'a pas forcé. Ces mots-là, ils ont tout changé. Je l'ai regardée longuement. J'ai vu pour la première fois sans filtre ce qu'elle était vraiment en train de me dire, que mon argent était un dû, que ma parole n'avait aucune valeur dès l'instant où j'avais accepté d'aider, que demander des comptes me faisait passer pour ingrate. Je n'ai jamais dit que vous m'aviez forcé, ai-je répondu. J'ai dit que vous m'aviez menti. Elle a ri, un rire bref, sec, presque méprisant. Mentir? C'est un bien grand mot. On a des priorités qui évoluent. Tu devrais comprendre. Comprendre. Toujours comprendre. Je me suis tournée vers mon fils. Tu étais au courant? Il a baissé les yeux. Ce geste m'a fait plus mal que toutes ces paroles réunies. On s'est dit que ce n'était pas grave, que de toute façon tu ne manquais de rien. Voilà, tout était là. Parce que je ne manquais de rien, on pouvait disposer de ce qui m'appartenait. Parce que j'étais à la retraite, on pouvait estimer que mon argent dormait inutilement. Parce que j'étais une mère, une belle-mère, une vieille femme discrète, je n'avais pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Et si j'avais menti, moi? Ai-je demandé doucement. Si je vous avais dit que cet argent était pour vous, alors qu'en réalité je l'avais besoin ailleurs? Elle a haussé les épaules. Ce n'est pas comparable. Bien sûr que si. J'ai senti quelque chose se détacher en moi, comme si une dernière illusion venait de tomber. J'ai compris que cette conversation n'aboutirait jamais à des excuses, jamais à un regret sincère, parce que dans son esprit, je n'étais pas une personne lésée, j'étais un obstacle devenu bruyant. Tu dramatises, a-t-elle conclu.
À ton âge, tu devrais éviter le stress inutile. À ton âge. Ces mots m'ont glacée, parce qu'ils n'étaient pas seulement méprisants, ils étaient stratégiques. Ils me ramenaient à une place bien précise, celle qu'on écoute par politesse mais qu'on ne prend pas au sérieux. Je me suis levée. Mon fils a relevé la tête, surpris. Maman, je l'ai regardé, longuement. Puisque ma parole ne vaut rien ici, je vais m'adresser à quelqu'un pour qui elle a encore un poids. Elle a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'ai pris mon sac. Je me suis dirigée vers la porte. Mon cœur battait fort, mais ma voix était calme. Vous m'avez pris pour une vieille femme qu'on peut embrouiller. Vous vous êtes trompée. Elle a éclaté de rire, nerveusement. Tu fais quoi là? Tu vas appeler qui? Je me suis arrêtée sur le seuil. Je me suis retournée une dernière fois. Le notaire. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'est pas moi qui ai quitté la pièce en me sentant coupable. Je n'ai pas appelé le notaire tout de suite. Je suis rentrée chez moi avec une lucidité étrange, presque dérangeante. Pas de larmes, pas de colère explosive. Juste une détermination froide, méthodique, que je ne me connaissais pas. Comme si pendant des années, j'avais contenu quelque chose qui venait enfin de trouver sa forme. Cette nuit-là, j'ai peu dormi. Pas parce que j'étais agitée, mais parce que mon esprit travaillait sans relâche. Je repassais chaque scène, chaque mot, chaque promesse vague, chaque silence gêné, et surtout chaque somme versée, chaque date, chaque justification. Au matin, j'ai sorti tous mes dossiers. J'ai ouvert le classeur que je gardais dans le bas du buffet, celui que personne ne regardait jamais. Dedans, il y avait toute ma vie financière, relevés bancaires soigneusement rangés, talons de chèque, courrier. J'ai tout étalé sur la table, comme on prépare une démonstration. Je n'étais plus une mère blessée. J'étais une femme qui rassemblait des preuves. J'ai pris une feuille blanche. J'ai commencé à écrire, calmement, date, montant, motif annoncé, cuisine, dépannage, urgence, avance temporaire. À chaque ligne, la même conclusion s'imposait. Rien n'avait été formalisé, mais tout avait été promis. Et surtout, rien n'avait été respecté. Je me suis souvenue de chaque phrase exacte. Je les ai notées aussi, pas pour dramatiser, pour être précise. On te rembourse dès qu'on peut? C'est juste pour les travaux? C'est provisoire. Je me suis surprise à sourire tristement. Tout était là, noir sur blanc, et pourtant personne ne pensait que je ferais l'effort de reconstituer les faits. Parce que j'étais âgée, parce que j'étais gentille, parce que j'étais prévisible. En fin de matinée, j'ai appelé. La voix du notaire m'a accueillie avec cette neutralité rassurante que je connaissais bien. Il me suivait depuis des années. Il connaissait ma rigueur. Il savait que je n'appelais jamais pour rien. Je lui ai expliqué, sans émotion, sans jugement, juste les faits. Il m'a écouté jusqu'au bout, sans m'interrompre, puis il y a eu un silence, un vrai. Vous avez bien fait d'appeler, a-t-il dit enfin. Ces mots-là m'ont fait plus de bien que je ne l'aurais cru. Il m'a posé des questions précises, très précises. Aucune indulgence inutile, aucun ton condescendant, juste du droit, de la logique, de la clarté. Il m'a expliqué ce que je pouvais exiger, ce que je pouvais prouver, ce qui relevait de la parole morale et ce qui relevait d'un engagement réel. Il ne m'a jamais promis de miracle, mais il m'a confirmé une chose essentielle. Je n'étais pas folle, et surtout, je n'étais pas démunie. Quand j'ai raccroché, j'ai senti une forme de calme s'installer en moi, pas un soulagement, un alignement. Les jours suivants, j'ai continué. J'ai reconstitué les échanges, les messages, les silences. J'ai imprimé certaines conversations. J'ai noté les incohérences, les dates où l'argent sortait de mon compte et celles où les dépenses apparaissaient ailleurs. Je n'ai pas cherché à les confronter, pas encore. Je savais désormais que la confrontation ne servirait à rien sans cadre, sans témoin, sans règles. Eux vivaient dans l'improvisation. Moi, je préparais quelque chose de solide. Mon fils m'a appelé 2 fois. J'ai répondu brièvement, poliment, sans rien dire de plus. Elle, en revanche, m'a envoyé un message sec. Tu exagères, on en parlera calmement. Calmement, je n'ai pas répondu, parce que, pour la première fois, le calme était de mon côté. Je ne cherchais plus à être comprise, je cherchais à être respectée.
Et ce respect-là, je savais maintenant exactement où et comment l'obtenir. Le rendez-vous a été fixé pour le jeudi suivant, à 10 heures précises. Pas chez moi, pas chez eux, au cabinet du notaire, un lieu neutre, stable, inattaquable. Je suis arrivée en avance. Toujours. J'ai pris place dans la salle d'attente, droite, le sac posé à mes pieds. À l'intérieur, mes documents soigneusement classés. Aucun papier inutile, aucune émotion en trop. Je n'étais plus là pour expliquer, j'étais là pour constater. Quand ils sont entrés, je les ai reconnus immédiatement, avant même de lever les yeux. Leur façon de marcher, l'assurance mêlée à une légère tension. Elle parlait déjà, mon fils hochait la tête, comme d'habitude. Elle s'est figée en me voyant, pas surprise, agacée. Tu n'as pas dit que ce serait ici, a-t-elle murmuré à mon fils. Je n'ai pas réagi, le notaire est venu nous chercher. Il a salué chacun d'un ton égal, ni familier, ni froid, professionnel. C'est ce ton-là qui a commencé à les déstabiliser. Nous nous sommes installés autour de la table. Bois clair, lumière neutre, silence contrôlé. Elle a posé son sac avec un soupir appuyé, comme pour signaler son ennui. Mon fils regardait ses mains. Le notaire a commencé par rappeler les faits, simplement. Chronologiquement, il a parlé de la somme versée, de l'objet annoncé, du caractère provisoire évoqué. Il n'a accusé personne, il a posé les bases. Puis, il m'a regardé. Madame, confirmez-vous que cette somme avait pour destination des travaux précis et qu'un remboursement avait été évoqué? J'ai répondu oui, calmement, sans trembler. Il s'est tourné vers eux. Confirmez-vous ces éléments? Elle a souri, ce sourire que je connaissais par cœur, celui qui minimise. On a parlé de projet, oui, mais rien n'a été formalisé. Le notaire a acquiescé. En effet, rien n'a été signé, mais les échanges écrits existent. Il a sorti les documents, les messages, les dates, les montants, tout ce que j'avais préparé. Je l'ai vu se raidir. Mon fils a relevé la tête. Le notaire a continué. Implacable. Il a expliqué ce que signifiait une avance déguisée, ce que la loi considérait comme un engagement moral appuyé par des preuves, ce que cela impliquait lorsqu'un usage précis avait été invoqué pour obtenir des fonds. Elle a tenté de reprendre la parole. Franchement, on ne va pas faire un drame pour ça. Il l'a interrompu, poliment, fermement. Je ne fais pas de drame, madame, je fais du droit. Le silence qui a suivi a été lourd. Il a alors posé la question centrale, celle que je n'avais jamais pu poser sans être rabaissée. Pouvez-vous justifier l'utilisation de cette somme conformément à ce qui a été annoncé? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon fils a balbutié quelque chose, une phrase vague, une tentative maladroite. On comptait plus tard. Le notaire n'a pas relevé. En l'état, madame est en droit d'exiger le remboursement intégral de la somme. Ces mots ont résonné plus fort que je ne l'aurais imaginé. Elle a éclaté. Pas en cris, en reproches. C'est ridicule, elle n'a pas besoin de cet argent. Le notaire a levé la main. Ce n'est pas la question. Je me suis penchée légèrement en avant. Ma voix était posée. Je ne vous demande pas ce dont j'ai besoin. Je vous demande ce que vous me devez. Elle m'a regardée comme si elle me découvrait pour la première fois. Le notaire a proposé un échéancier, clair, écrit, daté. Il a expliqué les conséquences en cas de refus. Il n'a pas menacé. Il a informé. Mon fils était livide. Elle, crispée. À la fin, le notaire m'a demandé si je souhaitais ajouter quelque chose. J'ai réfléchi une seconde, puis j'ai parlé. Oui, à partir d'aujourd'hui, toute aide financière de ma part est terminée, définitivement. Elle a protesté. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Je l'ai regardée, sans haine, sans triomphe. Si, et je viens de le faire. Le notaire a clos la séance. En sortant, ils n'ont rien dit. Moi non plus. Mais pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais plus la vieille femme qu'on contourne. J'étais celle qui avait repris sa place. Après le rendez-vous, il y a eu un vide. Pas un vide apaisant, un vide lourd, épais, comme après une explosion silencieuse. Chacun était reparti de son côté sans un mot. Pas de scène, pas de cri, juste cette coupure nette, presque chirurgicale. Les jours suivants ont été étranges. Mon téléphone est resté silencieux pendant 48 heures. Ni appel, ni message. Comme si soudain je n'existais plus, et pour la première fois depuis longtemps, cette absence ne me faisait pas mal, elle me laissait respirer. Puis les messages ont commencé. D'abord mon fils,
Un appel manqué, puis un message. Long, décousu, plein de phrases qui cherchaient à expliquer sans jamais assumer. Il parlait de pression, de malentendus, de moments difficiles. Il répétait qu'il ne voulait pas choisir un camp. Comme si demander le remboursement d'un mensonge revenait à déclarer une guerre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ensuite, elle. Son message était court, sec, sans formule inutile. Tu es allé trop loin, rien de plus, pas un mot sur l'argent, pas une excuse, juste ce reproche, posé là comme une évidence. Comme si j'avais enfreint une règle implicite, celle qui interdit aux femmes âgées de se défendre. Je me suis surprise à sourire, pas par mépris, par clarté. Je n'ai pas répondu à elle non plus. À la place, j'ai continué à faire ce que je faisais désormais chaque jour, vivre calmement, faire mes courses, marcher, lire, appeler une amie, retrouver des habitudes que j'avais peu à peu mises de côté pour rester disponible pour eux. 3 jours plus tard, mon fils est venu, sans prévenir, comme avant. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il ne s'est pas assis tout de suite. Il est resté debout, mal à l'aise, dans l'entrée. Son regard allait du sol à mes yeux, sans jamais s'y poser longtemps. Elle est très mal, a-t-il dit enfin. Je l'ai regardé. Je l'étais aussi. Il a soupiré. Tu sais comment elle est. Je n'ai pas laissé finir. Oui, je sais. Ce silence-là l'a désarmé, parce que je ne cherchais plus à justifier. Ni à comprendre, ni à réparer. Il a fini par s'asseoir, il m'a parlé d'argent, de dettes, de stress, de projets, de peur de manquer. Il parlait vite, comme s'il essayait de rattraper quelque chose qui lui échappait depuis longtemps. Je l'ai écouté jusqu'au bout, puis je lui ai dit, très calmement, Tu as confondu aide et droit. Il a relevé la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? L'aide se remercie, le droit s'exige. Vous avez exigé. Il n'a pas répondu, parce qu'il savait. Je lui ai expliqué sans dureté, mais sans retour possible, que je ne financerais plus leur vie, que ce n'était pas une punition, c'était une limite, tardive, mais nécessaire. Et si on a des difficultés, a-t-il demandé. Je n'ai pas haussé la voix. Comme tout le monde, vous trouverez des solutions. Il a compris, à cet instant précis, que quelque chose était définitivement terminé. Pas l'amour, mais l'abus. Avant de partir, il m'a regardé longuement. Elle dit que tu l'as humiliée. J'ai répondu sans hésiter. Je ne l'ai pas humiliée, je l'ai empêchée de continuer. Et quand la porte s'est refermée, je suis restée un moment immobile. Pas triste, pas victorieuse, juste lucide. Je savais que ce n'était pas fini, que l'orgueil blessé chercherait une issue, que les conséquences n'avaient pas encore toutes émergé. Mais je savais aussi une chose essentielle, je ne reculerai plus, parce qu'à partir de ce jour, chaque tentative de pression, chaque reproche, chaque silence hostile glisserait sur quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Ma détermination. Et elle, cette fois, n'était plus négociable. La seconde rencontre n'était pas prévue. Elle n'a pas été organisée par le notaire, ni annoncée par un message poli. Elle s'est imposée, comme tout ce qu'elle faisait désormais, brusquement, sans demander, avec cette certitude que le monde finirait bien par s'adapter à elle. Elle est arrivée un matin tôt, trop tôt. J'étais encore en robe de chambre quand la sonnette a retenti insistante, presque agressive. J'ai su immédiatement que c'était elle. Personne d'autre n'aurait osé sonner ainsi. Quand j'ai ouvert, elle était là, droite, tendue, le regard dur. Mon fils se tenait légèrement en retrait, les épaules basses, comme s'il savait déjà que cette scène lui échapperait. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit sans me saluer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai regardés l'un après l'autre. Puis je me suis écartée. Entrée. Elle a franchi le seuil comme on entre en terrain conquis. Elle ne s'est pas assise. Elle a commencé à parler immédiatement, sans respiration, sans pause, comme si elle craignait qu'un silence ne lui fasse perdre le contrôle. Elle parlait d'injustice, de trahison, d'humiliation publique. Elle parlait de moi, comme si je n'étais pas là, comme si j'étais un problème à régler, pas une personne à entendre. Elle répétait que j'avais exposé leur vie privée, que j'avais mis le notaire contre eux, que je n'avais pas le droit de les traiter ainsi. Je les laissais parler. Mon fils tentait parfois de l'interrompre, maladroitement, mais elle ne lui laissait pas de place. Elle parlait vite, trop vite. Ses mots se heurtaient les uns aux autres, chargés de colère et de peur. Quand elle a enfin repris son souffle, je me suis assise. « Tu as terminé ?» ai-je demandé calmement.
Elle m'a regardée, surprise. Tu ne vas rien dire? Si, mais pas tant que tu parles comme si j'étais absente. Elle a croisé les bras. Très bien, dis ce que tu as à dire. Je me suis redressée, ma voix était stable. Tu dis que je t'ai humiliée. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a humiliée exactement? Elle a hésité. Le fait que tu nous aies convoqués chez un notaire? Non, ai-je répondu. Ce qui t'a humiliée, c'est que quelqu'un t'ait demandé de justifier ce que tu avais fait de l'argent. Le silence est tombé brutalement. Mon fils a levé la tête. Elle, non. Son regard s'est durci. Tu n'avais pas à faire ça, a-t-elle murmuré. Et toi, tu n'avais pas à mentir, ai-je répondu sans élever la voix. Elle a tenté de reprendre l'avantage. Elle parlait de famille, de loyauté, de soutien inconditionnel. Elle utilisait ces mots comme des armes, retournant les valeurs contre celles qui les avaient transmises. Je l'ai arrêtée d'un geste. La famille n'autorise pas le mensonge. Elle ne l'excuse pas non plus. Elle a éclaté. Tu te prends pour quoi? Une juge? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Non, une femme qui refuse d'être utilisée. Mon fils s'est levé, nerveux. S'il vous plaît? Je me suis tournée vers lui. Tu peux rester, mais tu ne peux plus te cacher. Il s'est rassis. Alors j'ai dit ce que je n'avais jamais dit, pas par vengeance, par nécessité. J'ai parlé de chaque fois où j'avais été rabaissée, de chaque soupir, de chaque regard, de chaque fois où l'on m'avait fait comprendre que mon âge me rendait secondaire, que mon argent me rendait utile, mais que ma présence dérangeait. Elle a voulu nier. Je ne l'ai pas laissé faire. Tu n'as jamais dit merci, pas une seule fois, parce que dans ta tête, je devais donner. Ses lèvres ont tremblé, de rage, pas de honte. Tu crois que je vais te rembourser? A-t-elle lancé. Tu vas le faire, ai-je répondu, parce que ce n'est plus une discussion, c'est un fait. Mon fils m'a regardé, bouleversé. Maman, je ne vous demande pas de m'aimer, ai-je poursuivi. Je vous demande de me respecter. Et à partir d'aujourd'hui, ce respect commence par des actes. Elle a pris son sac brusquement. Tu le regretteras. Je n'ai pas bougé. Peut-être, mais pas autant que si je continuais à me taire. Ils sont partis sans se retourner. Je suis restée seule dans le silence retrouvé. Mon cœur battait fort, mais il n'y avait plus de peur, plus de doute, juste cette certitude profonde que quelque chose venait de basculer définitivement. La vérité avait été dite, et cette fois, elle ne pourrait plus être effacée. Les jours qui ont suivi ont été silencieux, mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Ce n'était plus celui de l'attente ou de la peur. C'était un silence de tension dense, chargé, comme l'air juste avant un orage. Je savais qu'elle ne s'arrêterait pas là. La première notification est arrivée 3 jours plus tard. Un message bancaire. Court, froid, une alerte automatique, un premier virement, partiel, sans mots, sans explication. Juste un montant, inférieur à ce qui avait été exigé. J'ai regardé l'écran sans émotion. Ce n'était pas un geste de bonne volonté, c'était une manœuvre. Le lendemain, le notaire m'a appelé. Sa voix était toujours aussi posée, mais je sentais une légère inflexion. Ils ont tenté de modifier les termes. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Elle avait appelé. Elle avait parlé longtemps. Elle avait essayé de présenter ce premier versement comme une preuve de bonne foi, un effort, presque un cadeau. Elle avait évoqué leurs difficultés, leur stress, leur situation compliquée. Elle avait demandé du temps, beaucoup de temps, sans échéancier clair, sans engagement ferme. Le notaire n'avait rien promis. Il m'a expliqué calmement ce que cela signifiait. Une tentative de reprendre le contrôle, de déplacer la discussion sur le terrain de l'émotion, là où elle se sentait forte, là où, pendant des années, elle avait gagné. Mais cette fois, les règles étaient différentes. Je n'ai pas répondu à son message, je n'ai pas commenté le virement, je n'ai pas remercié. Le silence, désormais, travaillait pour moi. Mon fils, lui, appelait de plus en plus souvent. Sa voix était changée, plus basse, plus inquiète. Il me demandait si je pouvais faire un geste, assouplir, éviter d'aller trop loin. Il parlait de tensions à la maison, de disputes, de reproches. Il disait qu'elle ne dormait plus. Je l'écoutais, mais je ne cédais pas. Ce n'est pas moi qui ai créé cette situation, lui ai-je dit un soir. Je me contente d'y mettre une fin. Il n'a pas insisté, parce qu'au fond,
Il savait. Quelques jours plus tard, elle a tenté autre chose. Un message, long, presque théâtral. Elle parlait de famille, de rancœur, de blessures irréparables. Elle disait que je détruisais le lien, que je mettais mon fils dans une position impossible. Elle utilisait des mots lourds, calculés, choisis pour faire naître la culpabilité. Je l'ai lu une fois, puis une seconde, puis je l'ai archivé. Je n'avais plus besoin de me défendre. Les faits le faisaient pour moi. Le notaire a envoyé un courrier officiel, clair, précis, daté. Il rappelait le montant total dû, l'échéancier proposé, les conséquences en cas de non-respect. Pas de menaces excessives, juste la réalité, posée sur le papier. C'est là que tout a basculé. Elle ne pouvait plus prétendre que ce n'était qu'un conflit familial. Ce n'était plus une discussion, c'était une obligation. Le deuxième virement est arrivé une semaine plus tard, plus important, toujours sans message. Mais cette fois, j'ai senti quelque chose de différent, une résistance qui cédait, lentement, à contre-cœur. Mon fils est revenu me voir après cela. Il avait l'air fatigué, vieilli. Il s'est assis en face de moi, les mains jointes, comme quand il était enfant et qu'il savait avoir fait quelque chose de mal. Elle ne pensait pas que tu irais jusque-là, a-t-il dit. J'ai levé les yeux vers lui. Moi non plus. Il a compris ce que cela signifiait, que je ne bluffais pas, que je ne reviendrais pas en arrière pour préserver une paix factice. Tu sais, a-t-il murmuré, je crois que je n'ai jamais vraiment vu comment elle te parlait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce n'est pas grave, l'important c'est que maintenant tu le vois. Il a hoché la tête, lentement. Quand il est parti, je me suis levée et j'ai rangé les documents dans le classeur. Toujours le même, celui que j'avais ouvert au début de tout cela, j'ai ajouté une nouvelle feuille. 2 virements, 2 dates, une progression. Ce n'était pas fini, mais ce n'était plus flou. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie exactement à ma place. Ni en retrait, ni coupable, juste droite. Le dernier virement est arrivé un lundi matin. Je le sais parce que j'étais assise à la table de la cuisine, celle où tout avait commencé, une tasse de café refroidissant entre mes mains. Le téléphone a vibré doucement. Pas une sonnerie, pas une alerte insistante, juste ce petit signal discret que je reconnaissais désormais trop bien. J'ai regardé l'écran, le montant, exact, précis, le solde de ce qui m'était dû. Pendant quelques secondes, je n'ai rien ressenti, ni soulagement immédiat, ni satisfaction, juste une immobilité étrange, comme si mon corps avait besoin de temps pour rattraper ce que mon esprit savait déjà. C'était fini. L'argent était là, intégralement, sans message, sans excuse, sans tentative finale de justification, un geste sec, contraint, presque brutal. Le genre de geste qu'on fait quand on n'a plus le choix. Je me suis levée. J'ai rangé le téléphone dans mon sac, j'ai ouvert le classeur, j'ai noté la date, le montant, puis j'ai fermé le dossier. Lentement, avec soin. Ce bruit-là, celui du classeur qu'on referme, a eu plus de poids que je ne l'aurais imaginé. 1 heure plus tard, le notaire m'a appelé pour confirmer. Sa voix était neutre, mais j'y ai perçu quelque chose d'autre, une forme de reconnaissance silencieuse. Tout est réglé, ou a-t-il dit. Le dossier peut être clos. Je l'ai remercié, simplement. Puis je suis restée seule, dans cet appartement devenu soudain trop calme. J'aurais cru ressentir une victoire, j'aurais cru me sentir fière, mais ce n'était pas ça. Ce que je ressentais ressemblait davantage à une mise au point intérieure, comme si, enfin, tout s'alignait. L'après-midi même, mon fils est venu. Il n'a pas sonné comme d'habitude. Il a frappé, doucement, attentivement. Ce détail m'a frappé plus que sa présence. Il s'est assis en face de moi sans que je le lui propose. Il avait l'air fatigué, vraiment fatigué. Les traits étirés, le regard moins assuré que celui que j'avais connu pendant des années. C'est fait, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je sais. Il a inspiré profondément. Elle est en colère? Je n'ai pas répondu tout de suite. Et toi? Il a hésité, longtemps, puis il a parlé enfin. Pas pour défendre, pas pour attaquer. Pour la première fois, il parlait pour lui. Il m'a dit que les disputes avaient été violentes, que l'argent avait fait tomber quelque chose qu'il n'avait jamais voulu regarder en face, qu'il s'était rendu compte, trop tard, qu'il avait laissé faire par confort, par lâcheté aussi peut-être. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Elle dit que tu as tout détruit, a-t-il murmuré.
Je me suis redressée légèrement. Non, ce qui a été détruit n'était pas solide. Il m'a regardé, surpris. Tu ne regrettes rien? J'ai réfléchi, vraiment. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Il n'a pas insisté, parce qu'il savait que c'était vrai. Avant de partir, il m'a posé une question simple, presque enfantine. Tu nous aideras encore? Si un jour on en a vraiment besoin? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'aiderai si on me le demande avec honnêteté, et si on me respecte, pas autrement. Il a hoché la tête, lentement. Le lendemain, elle m'a envoyé un message. Le dernier, pas une excuse, pas un merci, une phrase froide, parfaitement alignée avec ce que j'avais appris à reconnaître. J'espère que tu es satisfaite. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone. Oui, je l'étais. Pas parce que j'avais récupéré l'argent, mais parce que pour la première fois, personne ne pouvait plus me traiter comme une femme qu'on manipule en silence. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à expliquer. Et dans ce calme retrouvé, une évidence s'est imposée à moi, limpide, presque apaisante. Ce n'était pas la fin d'une histoire d'argent, c'était la fin d'un rôle. Je me suis réveillée tôt ce matin-là, comme souvent. La lumière entrait doucement par la fenêtre, sans urgence, sans menace. J'ai préparé mon café, lentement. J'ai pris le temps. Plus personne n'attendait quelque chose de moi. Plus personne ne comptait sur mon silence. Les jours ont repris leur cours, pas comme avant, différemment, plus sobre, plus clair. Mon fils m'appelle encore, moins souvent. Nos conversations sont plus courtes, mais elles sont vraies. Il n'essaie plus de m'amadouer. Il ne me parle plus comme à une mère qu'on doit gérer. Il m'écoute, parfois maladroitement, parfois avec gêne, mais il écoute, et c'est déjà beaucoup. Elle, je ne l'ai plus revue. Je sais ce qu'elle dit de moi, je l'imagine sans peine. Je sais que dans son récit, je suis devenue dure, froide, injuste, une vieille femme rancunière qui a tout compliqué. J'ai cessé de me demander si c'était vrai. J'ai cessé de vouloir corriger l'histoire dans la bouche des autres. On ne contrôle pas le récit de ceux qu'on empêche de profiter. Ce que je contrôle, en revanche, c'est ma place. Je n'attends plus d'invitations qui ne viennent pas. Je ne propose plus mon aide avant qu'on me la demande. Je ne me justifie plus d'exister ni de vouloir être respectée. Et cette liberté-là a un goût étrange au début, presque coupable. Puis, elle devient naturelle. Un après-midi, j'ai croisé mon reflet dans une vitrine. J'ai vu une femme plus droite que dans mon souvenir. Pas plus jeune, pas plus belle, mais plus entière. Quelqu'un qui ne s'excuse plus d'occuper l'espace qu'elle mérite. Je repense parfois à ce chèque, à ce moment précis où j'ai dit oui sans me protéger. Je ne me blâme plus. J'ai compris que la générosité n'est pas une faute. Le silence, parfois leste. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour régler des comptes. Tout est réglé. Ce n'est pas pour faire la morale. Chacun vit avec ses choix. C'est pour dire une chose simple que j'aurais aimé entendre plus tôt. Il n'y a pas d'âge pour poser des limites. Il n'y a pas de lien familial qui justifie le mépris. Et il n'y a aucune dignité à se taire pour préserver une paix qui vous détruit. J'ai longtemps cru que se défendre, c'était perdre l'amour des autres. J'ai compris trop tard que se taire, c'était surtout se perdre soi-même. Aujourd'hui, je vis plus simplement, mais je vis droite. Et personne ne décide plus à ma place de ce que je vaux, de ce que je dois ou de ce que je mérite. Si cette histoire t'a parlé, si elle t'a rappelé quelqu'un que tu connais, ou toi-même, alors prends une seconde. Aime cette vidéo, abonne-toi et partage ton expérience en commentaire. Parce que parfois, il suffit d'une voix qui ose dire stop pour aider d'autres à en faire autant.